Parti à l'aventure pour conquérir le monde est le rêve de certains jeunes en quête d'excellence. Pourtant, derrière ces belles promesses de réussite se cachent parfois des réalités bien plus sombres que Salif, notre témoin, a décidé de nous livrer ce soir. Bien le bonsoir chez vous et bienvenue dans Secret de vie sur RTI2. Notre témoin Salif révèle, je cite, « Ma soif de réussite à l'étranger a viré au cauchemar ». C'est ce secret de vie qui empoisonne sa vie et son quotidien depuis peu. Ceci dit, à travers des interventions bienveillantes venant de votre part et celles de la coach, nous tenterons de lui trouver des antidotes pour un nouveau départ plus ensoleillé, plus coloré comme la tenue de la coach Priska Brou qui d'ailleurs nous rejoint maintenant. Bonsoir Lynn. Bonsoir coach. Bonne fête du travail à vous. Bonne fête de travail, Lynn. Votre tenue, c'est celle d'une chef cuisinière. Oui, les chefs cuisinières de la maison. De la maison. Oui. Ah, les gouvernantes. Oui. D'accord. Bon, moi, mes tenues, là, on sait déjà, c'est les gars du les BTP. Bonne fête du travail à tous et à toutes. Merci de suivre Secret de vie, l'émission qui permet à nos différents témoins de se libérer de leur fardeau. Alors, avant de lancer l'élément du jour, permettez qu'on fasse une toute petite pause, qu'on marque une aposiopèse pour rappeler à tous nos amis de Secret de vie qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des personnes sortes. Tant que votre métier vous permet de vous épanouir, de, je vais dire, réaliser vos rêves, valorisez-le, n'est-ce pas, coach? Bien sûr, bien sûr. Je pense que Lynn, cette semaine, quand on préparait le jour du vendredi qui tombe férié pour lequel nous sommes là au travail. Exactement. Et tu disais, coach, il faut qu'on porte une tenue, il faut prendre une tenue de médecin, d'avocat. Ah oui, je me rappelle. Et j'ai dit, c'est vrai, les médecins, les avocats, les juges, ils sont suffisamment valorisés. Oui. Même la perception communautaire les valorise suffisamment. Mais quand on finit de juger au tribunal, on rentre à la maison, la table est faite. À midi, tous les décideurs, là, on les met dans un coin, on les dépose à manger. Mais la personne qui a mélangé là, c'est un travail que cette personne a fait. Exact. Donc, il faut mettre en lumière ces personnes-là. Il faut mettre en lumière le plombier qui vient déboucher nos canaux quand ça ne fonctionne pas. Il faut mettre en lumière l'électricien qui vient nous permettre d'avoir tout ce qu'il faut à la maison. Il faut mettre en lumière la dame de ménage qu'on a tendance à banaliser, à manquer de respect qui, pendant que nous sommes en train de travailler, et à la maison, s'occuper, curer notre maison, garder à manger à nos enfants et tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai bien voulu porter une tenue d'une dame de ménage et j'aime bien me présenter comme une ménagère. Donc, voilà. Merci pour cet hommage. Parlons de mise en lumière, je profite aussi pour saluer toute l'équipe technique, toutes ces différentes mains qui se réunissent au quotidien pour nous faire, pour nous permettre de valoir notre talent. Je pense ici à Paul-Henri qui est en face de moi, je pense à Christian, je parle de Damé, au son il y a Tonton Nkrumah, à l'éclairage, je ne connais pas trop son nom, Albert, voilà. À la grue, il y a Albert, il y a Madame Boga à la vidéo. Vous voyez, en exerce un métier qui est quasi, un métier où les congés sont quasi inexistants, où les fériés sont quasi inexistants. Nous, on ne connaît pas férié. En média, il n'y a pas férié. Donc, à tous ceux, on profite en même temps à tous ceux et celles qui aimeraient faire le métier des médias, sachez que ici, là, c'est du lundi au dimanche. Du lundi au lundi, il n'y a pas férié. On travaille. Et c'est ça, c'est le don de soi. On aime donner, on aime permettre aux gens d'apprendre. Infuser toujours du savoir-faire à travers nos différentes émissions. C'est notre mission à nous. Merci de nous suivre aussi, amis de Secret de vie. Vous aussi, votre métier, c'est de nous suivre au quotidien dès 18h30 du lundi au vendredi. C'est pas facile aussi. Hein. Voilà, on sait bien. Donc, merci aussi pour votre fidélité. Allez, on démarre les hostilités, amis de Secret de vie. On rappelle que vous suivez Secret de vie via les antennes de RTI2. Et Secret de vie, c'est l'émission qui permet à nos différents témoins de se libérer de leur fardeau. Notre témoin, c'est le dernier témoin de la semaine d'ailleurs, Salif, c'est un jeune courageux qui a décidé de nous montrer comment sa réussite et sa soif à l'étranger ont carrément viré
au cauchemar. Écoutons-le. Je m'appelle Salif et pendant la guerre, où tout a basculé pour moi et pour ma famille, on s'était perdu de vue. Il y avait un vacarme, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Et un jour, j'étais assis au grand carrefour, je pensais. À côté de moi, il y avait des blessés, il y avait des morts, il y avait même des personnes qui agonisaient. Je me suis levé, j'ai commencé à marcher. C'est là que j'ai remarqué un monsieur que j'ai reconnu. Il était couché, bien habillé, en veste, avec la montre. Lorsque je me suis approché de lui, il agonisait. J'ai remarqué de sa poche son passeport et sa carte d'identité. J'avais pour ambition de voyager, de quitter le pays. Je me suis dit, bon, ce monsieur, je le connais. L'idée qui m'est venue en tête, immédiatement, c'était de voler ses papiers. J'ai volé ses papiers, son passeport, sa carte d'identité. Je me suis échappé. Vu que je voulais forcément quitter le pays, j'ai fait de tout mon possible. Je suis arrivé à la frontière. Tout s'est bien passé. Je suis arrivé à l'étranger. J'avais perdu les nouvelles de ma famille, mais mon frère, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux et je savais que sur les réseaux, j'allais le retrouver. Arriver à l'étranger, c'était très difficile. Il ne connaît personne. Il ne sait pas où partir. Il faisait extrêmement froid. Il ne sait pas quoi manger, il ne sait pas quoi faire. Les premières semaines, les premiers instants, j'ai souffert. C'était très, très difficile pour moi. Et mon frère, qui était sur les réseaux, m'a retrouvé. On a commencé à échanger. Tout de suite là, il m'a demandé de l'argent. C'était vraiment très chaud dans mes débuts. Vu que j'avais des papiers volés, j'ai galéré d'abord, mais après, je me suis trouvé du boulot. Lorsque je me suis trouvé du boulot, le jour qu'on suivit, j'ai envoyé un peu d'argent à mon frère. Étant là-bas, je faisais mon boulot comme je faisais tout et tout. C'est là que j'ai appris que les papiers que j'ai volés étaient pour un criminel. Je ne savais pas. Le monsieur, je le connaissais, mais je ne savais pas ce qu'il faisait pour gagner autant d'argent. Et là, j'ai appris que le monsieur, c'est un criminel. Il fait du blanchiment d'argent. Il fait vraiment tas de choses qui ne sont pas dans les règles, qui ne sont pas normales. Et donc, mon frère avait informé mes parents que Salif est arrivé à l'étranger, Salif a réussi, Salif est dans le pays des Blancs. Donc chaque fois, il me demandait de l'argent. Ça devenait trop pour moi. Et les papiers que j'avais volés, il y avait le mot de passe. Les coordonnées bancaires, son RIB et encore plein d'autres choses. C'est comme ça que je me rends dans un guichet. Je fais un premier retrait et j'envoie à ma famille. Par suite, mon frère encore essaie de me joindre encore. Il me demande de l'argent encore à nouveau. Je lui dis, petit frère, c'est chaud. Lui aussi m'explique les problèmes de la famille. La famille pense que je suis à l'étranger, j'ai réussi, tout va bien pour moi parce que ça allait un peu. Je commençais à toucher ma paye avec les faux papiers que j'utilisais. Une deuxième fois encore, je me rends dans le guichet, je fais un retrait encore à nouveau. J'envoie encore à ma famille. Ça devenait pour moi une habitude. Un petit boulot, je fais quelques retraits avec les coordonnées bancaires et les faux papiers que je voulais. Mais un jour, là que tout s'écoule pour moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je pars faire mon retrait une troisième fois. Quelques temps après, bien sûr, pour envoyer à ma famille. J'ai fait mon retrait, tout s'est bien passé. Je rentrais chez moi à la maison. C'est là que la police me surprend. C'est là que la police m'encercle, me pose des questions. Je n'arrive même pas à répondre parce que je savais que j'avais utilisé une fausse identité. Ça, c'est un. Et de deux, c'est ce qu'on appelle aussi faux usage de faux. Lorsque la police m'a encerclé, je n'ai même pas pu parler. Ils savaient bel et bien que j'allais être expulsé. Mais avant ça, j'ai fait la prison. J'ai vraiment souffert étant en prison. Je ne souhaite même pas ça à quelqu'un. Pendant ce temps, mon frère
Et mes parents qui étaient dans mon pays pensaient que moi, je vivais bien ma vie. Salif a réussi. Salif a à l'étranger. Salif nous envoie de l'argent, tout et tout. Après des mois et des mois passés en prison, j'ai été expulsé du pays. Et je suis revenu au pays. À mon arrivée, je me sentais vide. Parce que quand j'ai vu ma mère, elle avait des larmes aux yeux. Et elle a informé tout le quartier que son fils est arrivé. Son fils a quitté l'Europe, il vient d'arriver au pays. Ils m'ont accueilli. Elle m'a fait un câlin. Elle était très contente. Mais au plus profond de moi, je savais bel et bien que j'étais à l'étranger. Mon but était de réussir. Mais je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Elle me demandait comment c'était, comment ça s'est passé, comment mes années là-bas ont été. Je n'ai même pas pu dire la vérité. Parce que je ne veux pas perdre ma dignité d'homme. Parce que je ne veux pas lui dire ce qui s'est passé pour qu'elle pleure même pour qu'elle me donne des conseils. Arrivé au pays, je suis resté seul de mon coin. J'ai commencé à réfléchir. Et chaque fois que je suis assis seul, je me rappelle des moments où j'étais en prison, j'étais à l'étranger. Souvent, ma mère me voit et me demande qu'est-ce qu'il y a. Je n'ose même pas lui parler de ce qui s'est passé quand j'étais à l'étranger. Je lui dis que tout va bien, tout s'est bien passé. Et j'ai encore les souvenirs. Je fais même des rêves où je vois le monsieur à qui j'ai volé les papiers. Et il me dit comme ça que tu as pris ma vie, mais tu n'auras jamais la paix. Et là, vraiment, ça me peine, je regrette pourquoi avoir fait ça et je n'ose pas dire ça à quelqu'un. Je n'ose même pas dire ça à ma mère, ni à mon frère, à personne. Je parle encore de cette histoire et vraiment, je me rappelle des moments où j'ai souffert, surtout la prison. Surtout la prison. Parce que cette partie-là n'était même pas dans mon plan, ni dans mon programme. Et aujourd'hui, je suis très vide d'émotions. Mon Salif, l'homme que j'étais hier, n'est plus le même aujourd'hui. Je me sens très vide. Je me sens déboussolé, c'est comme si j'ai perdu tout. Mais mes parents ne savent pas. Et je compte encore. Je ne sais pas quand est-ce que je vais dire ça un jour à mes parents, à mes frères, à ma maman. Mais vraiment, ça me fait vraiment très mal, mon parcours. C'est comme si j'ai échoué même ma vie. Parce que je partais pour réussir. Mais la réussite s'est retenue contre moi. Et j'ai souffert. J'ai vraiment souffert. C'est un passage de ma vie que je ne souhaite même pas ça à quelqu'un. Ce passage-là de ma vie. J'ai été la victime. Je pensais que ça allait bien se passer, mais ça s'est retenu contre moi-même. De la manière la plus terrible et horrible. Mais bon, c'est la vie. On dit merci à Dieu, je suis encore en vie. Et j'espère pouvoir redevenir le Salif que j'étais. J'espère pouvoir regagner la confiance en moi. J'espère pouvoir redevenir au point où j'étais. Ma soif de réussite à l'étranger a viré au cauchemar. C'est le secret de vie de Salif, notre témoin. Derrière ces mots, c'est le parcours d'une désillusion totale. Que pensez-vous, amis, secret de vie, du secret de Salif, de son parcours de vie? Par-dessus tout, quels sont les différents conseils que vous pourrez lui prodiguer pour qu'il aille de l'avant, pour qu'il entame justement un nouveau départ? 27 22 40 12 58, la ligne est ouverte. Coach, vos impressions? Aujourd'hui, on a un cas très très riche en leçons, très riche qu'on pourrait, sur le plan psychologique, il y a beaucoup de choses à dire. Le plan social, il y a beaucoup de choses à dire. Exactement. Le plan communautaire, il y a beaucoup de choses à dire. Sur la perception de l'Eldorado qui est ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense que Salif est un élément minime, un prototype d'un fait qui est commun à beaucoup d'Ivoiriens.
ou à beaucoup d'Africains de l'Afrique de l'Ouest qui pensent que l'Eldorado, c'est ailleurs. Et beaucoup sont partis avec une fausse identité. Mais Salif, aujourd'hui, nous a appris que changer d'identité, usurper d'une identité, que vous le vouliez ou non, ça vous rattrape d'une manière ou d'une autre. Faux usage de faux, Salif l'a appliqué. Au final, coach, on dira quoi de Salif? Une victime du chaos ou un opportuniste coupable? Je pense que c'est plutôt une victime du chaos. Vous savez, il présente la situation dans un contexte de guerre. Nous tous, on a vécu la guerre dont il parle. Dans cette période, tout le monde a envie de fuir. Oui. Le cerveau, je dis ça toujours, quand il y a une extrême gravité de stress, le cerveau se met automatiquement en mode de survie. Un mode survie, ça veut dire que vous ne réfléchissez plus. Et c'est prouvé que pendant les périodes de crise ou de guerre, le comportement social se modifie. Vous voyez, pendant la crise, là, les gens s'en vont piller les grands magasins. En 15 minutes, un grand supermarché est vide. Mais qui allait vider? C'est la population. Mais en temps réel, personne ne prend son courage pour aller prendre. On prend notre panier, on va en faire les achats. Et donc, pendant les périodes de crise, le comportement des gens peuvent passer du simple au travers. Vous comprenez? Donc, il s'est retrouvé dans cette période de crise où les balles fusaient, la peur, on veut fuir, c'est le désespoir, c'est le chaos total. Et il trouve des documents qu'il n'a pas, mais que tout ce que lui veut, c'est de quitter le chaos où on tire. Parce qu'aujourd'hui, je trouve quelqu'un qui agonise. Demain, ce sera mon tour. Et donc, c'est dans ce chaos-là qu'il s'est retrouvé. Mais quand même, il y avait aussi de l'opportunisme parce que au-delà de tout ce chaos-là, on a quand même notre humanité, on a notre humanisme. Quelqu'un que vous connaissez qui est en train d'agoniser, soit vous l'accompagnez jusqu'à sa dernière minute, soit vous essayez de lui sauver la vie. Mais lui n'a pas pensé à ça et ce n'est pas aussi comme si on va lui imputer cela, puisqu'on est dans une période où tout le monde cherche à se sauver. Voilà. C'est bien noté. Alors, Salif, cette victime du chaos, mais on n'oublie pas qu'il a eu à énoncer le fait qu'il a toujours rêvé d'aller en Europe. Parce que pour lui, l'herbe est plus verte ailleurs. Oui. Justement, cette pensée est une pensée commune, vous l'avez dit, hein, à certains jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche de l'excellence. Coach, comment expliquer ce fait-là, que plein de jeunes pensent que l'Europe est égale à la réussite? Mais c'est parce qu'on nous a... Souvent, la communication qu'ils voient, on voit sur les médias, on présente l'Afrique comme là où il y a le chaos total, là où il n'y a pas d'eau potable, là où c'est la pauvreté. Tout est extrême ici en Afrique. Et puis on présente aussi l'autre côté comme là où tout est beau, tout est chic. Oui. On ne présente jamais l'ombre de ces différentes parties du monde-là. Et donc, des jeunes, des enfants qui naissent dans une situation de pauvreté, la maman, les parents sont dans la pauvreté, on se dit que... Et puis, bon, il y a aussi nos aînés qui sont partis avant nous, mais quand ils arrivent, se mettent sur un piédestal comme s'ils étaient supérieurs à ceux qui n'avaient jamais voyagé. Et ils viennent avec plusieurs mois, plusieurs années d'économie et en un peu de temps, ils vivent comme s'ils vivaient comme ça là-bas. Et donc, ça a impressionné la jeunesse et on se dit, ah, mais là-bas, c'est mieux qu'ici. Et c'est pour ça que tout le monde veut y aller, mais beaucoup vont, il y a le désenchantement. Pourquoi les gens vont mourir sur la mer quotidiennement, tout en sachant que beaucoup sont partis, mais ils ne sont rien devenus. Oui. Et quand ils vont là-bas, ils ne deviennent rien. La honte, l'humiliation, le fait de venir confronter la famille et puis essuyer les moqueries, les gens restent là-bas pendant toute leur vie et rien n'évolue pour eux. Et ça, c'est vraiment très dommage. Alors, voici une phrase, moi, personnellement, qui m'a marqué dans le récit de Salif. Il a dit, le monsieur à qui il a volé justement les papiers lui apparaît en rêve en lui disant, tu as pris ma vie, mes papiers, mais tu n'auras jamais la paix. Coach, aujourd'hui, Salif regrette d'avoir fait ça. Mais est-ce que la culpabilité, le regret suffisent justement pour se racheter? Je pense que c'est la culpabilité qui fait qu'il somatise. Parce qu'il y a deux explications. Donc, si on va voir un psychologue, il va expliquer que ça, c'est parce que lui-même, il culpabilise, qu'il fait des rêves psychosomatiques où
sa culpabilité, sa mémoire lui renvoie l'acte horrible, ignoble qu'il a posé en laissant quelqu'un mourir et prendre ses papiers. Et lui-même, sa conscience intérieure ne lui pardonne pas. Et donc, il va somatiser. Ça, biologiquement, scientifiquement, ça s'explique. Si vous allez sur le côté des anthropologues, ils vont dire oui, c'est vrai. De façon traditionnelle, quand vous avez usurpé l'identité de quelqu'un, vous avez volé l'identité de quelqu'un, surtout que cette personne était agonisante, était en train de mourir, vous payez spirituellement une dette vis-à-vis de cette personne-là. Vous payez vous-même spirituellement le fait que vous ayez renoncé à votre lignée. Parce que la question de nom, Lynn Banti, ce n'est pas que administratif. Il y a une énergie qui accompagne Lynn Banti. Oui. Il y a une histoire qui accompagne Lynn Banti. Il y a une lignée ancestrale qui accompagne Lynn Banti. Et donc, Priska Brou, également, qui a le même format de sa lignée, de tout ce qui l'accompagne, on ne peut pas, du jour au lendemain, Priska Brou prendre les papiers de Lynn et dire que je suis Lynn Banti. Bon, ce qui est bon pour Lynn, je vais en profiter comme la carte bancaire où je suis allée tirer. Mais ce qui aussi est mauvais pour Lynn, je vais aussi en bénéficier. Et c'est ça que le subconscient enregistre. Vous allez faire des rêves comme si c'était la personne qui venait. Mais spirituellement aussi, ça peut s'expliquer. Donc, dans les deux cas, ça peut ne pas forcément être mystique. Ça peut être une question de psychosommation qui est due au fait qu'il n'arrive pas à lui-même se pardonner l'acte qu'il a posé pendant la période de crise. Aujourd'hui, notre témoin se confie à nous en espérant avoir justement des solutions pour un meilleur départ. Coach, qu'est-ce que vous lui proposez? On pense à une reconstruction totale. Donc la reconstruction totale, c'est tout un itinéraire. Il y a la thérapie, se faire accompagner. Lui, dans son cas, il va avoir besoin de psychologue, d'anthropologue, de soins énergétiques, comme ce que Erin fait. Oui. Il a besoin aussi de spiritualistes et il a besoin de toutes ces spécialités-là pour comprendre un certain nombre de choses, de codes, de fonctionnement de l'être humain pour pouvoir relativiser et lui-même faire un travail de reconstruction intérieure. Parce qu'il faut qu'il accepte l'acte qu'il a posé. Il faut qu'il l'intègre intérieurement. Parce qu'aujourd'hui, il fut un prisonnier, mais il est toujours un prisonnier. Exactement. Et sa prison intérieure est doublement douloureuse que la prison physique qu'il a eu à faire. Et comme il le dit, il souffre parce qu'il est vide de lui-même. Il n'est plus en prison, mais il est toujours en prison parce qu'il ment toujours à sa famille. Sa famille pense qu'il laisse quelqu'un qui s'est battu pour y aller, mais sa famille ne sait pas que c'est d'une identité usurpée qu'il était là-bas et que tout ce temps-là, il a volé l'identité et qu'il a récupéré même des pièces de quelqu'un qui était mourant. Et donc, voilà un peu le contexte. Donc, c'est toutes ces strates-là qui doivent suivre un accompagnement spirituel sain. Quand je dis sain, ça veut dire ce que ça veut dire. Avoir un énergéticien, un anthropologue, un sociologue ou un psychologue avec lui pour l'accompagner, pour lui expliquer. Parce que pendant la période de crise, là, c'est le chaos. La société ne répond plus à ces normes qui lui permettent d'avoir un équilibre social. Et donc, ça, il faut qu'il comprenne que ce que lui, il a fait là, plusieurs personnes ont fait ça aussi. Il va apprendre à comprendre qu'il n'est pas le seul à être mauvais dans le film. Parce que même sans vous être mauvais, comment vous ça méritez ne quand même définit pas qui vous êtes. Exactement. Voilà. Mais pourquoi c'est si honteux pour notre témoin d'en parler à sa mère? Parce qu'il a eu le courage de nous en parler à nous pour trouver une solution. Mais on sait aussi que les mamans sont des meilleures conseillères. Oui, mais en même temps que les mamans sont les meilleures conseillères, la déception d'une maman va faire souffrir plus. Parce que les mamans aussi, elles nous donnent une éducation. Venir dire à la maman que tout ce que j'ai fait là, c'était sur la base du faux, du vol. Il a peur de comment sa maman va réagir, quel est le regard que sa maman va jeter sur lui. Mais toujours est-il qu'il est toujours dans le mensonge. Toujours est-il que lui-même, il n'accepte pas ce qu'il a fait. Et je dis ça toujours, c'est pour ça qu'il faut toujours passer par une thérapie. Parce que quand vous passez par une thérapie, que vous commencez à intégrer ce que vous avez fait, à accepter ce que vous avez fait, à vous regarder en face d'un miroir et reconnaître ce que vous avez fait et vous pardonner, vous êtes disposé à pouvoir en parler
parce que vous avez déjà passé le cap le plus complexe, c'est d'accepter soi-même ce qu'on a fait. Accepter soi-même ce qu'on a fait. Coach, est-ce qu'il doit aussi enlever de sa tête cette envie d'aller chercher l'herbe plus verte? Bon, lui-même, je ne suis pas sûre. Il ne nous a pas dit qu'il veut repartir. Hein. Il ne nous a pas dit ça. Il a dit qu'il fait froid, il a souffert de solitude, etc. Et je pense qu'on aurait pu lui demander cela. Et je ne suis pas sûre qu'il a envie de repartir. Et il y a beaucoup qui sont là-bas, qui veulent rentrer, mais la honte, la peur du regard, la peur de la moquerie font qu'ils vieillissent là-bas. Ils ne réalisent pas grand-chose, mais ils sont là-bas. Et moi, je profite pour dire à notre jeunesse ici que nous, on a tout ici. Peut-être c'est plus complexe de démarrer quelque chose, c'est plus compliqué d'asseoir une activité et la voir prospère. Mais peut-être parce qu'aussi on est pressé de gagner plus rapidement. C'est vrai. Sinon, ici, là, quand même vous n'avez rien, le matin vous réveillez avec 500 000 francs, vous pouvez avoir un plat consistant, manger pour toute la journée, vous êtes rassasié. Donc, est-ce que l'écosystème, c'est vrai, en théorie, on aime le dire, non, il y a tout ici, on peut réussir. Mais en pratique, est-ce que l'écosystème, est-ce que la terre, elle est favorable aujourd'hui pour cette jeunesse-là? Moi, je sais que l'écosystème n'est pas forcément facile. Hein. Il n'y a rien de facile, Lynn. Mais je préfère manger à checker poisson que d'aller manger la bourse de porc ailleurs. Voilà, donc je regarde les deux situations, laquelle est meilleure. C'est-à-dire que je suis dans deux mots, M-A-U-X. Je suis dans deux mots et je choisis le moindre mal. Et pour moi, le moindre mal, c'est de rester chez nous ici. On pense que quand on s'en va, on gagne plus. Mais faisons une petite analyse, une petite étude. Ceux qui sont partis et puis ceux qui sont restés ici, la comparaison. Souvent, ils sont obligés de rentrer dans des réseaux criminels, de faire de la prostitution, de la traite humaine, des choses incroyables pour avoir l'argent qu'ils envoient à la famille. Donc, tout ça, il faut pouvoir regarder ça en face. Maintenant, si c'est une décision qu'on prend, il y a des gens qui vont pour travailler. Ils ont un niveau conséquent et ils ont un travail conséquent. Ça, c'est parce que nous sommes en train de décrire. Oui. Mais on parle de ceux qui fuient notre réalité. Et toujours les gens disent, un jour, si on ramasse tous les Africains pour aller déployer dans un pays développé et on ramasse tous ceux qui sont là pour venir en Afrique, les 20 années après, les Africains vont vouloir venir en immigration sur leur propre terre qu'ils ont abandonnée. Donc, il y a quelque chose qu'on doit changer. Il y a une transformation communautaire, sociale qu'on doit faire chez nous, les Africains, pour qu'on comprenne qu'on a tout, que c'est le travail, c'est la force physique, c'est la force mentale, c'est l'intelligence qui peut construire nos pays. Et du coup, comment un ancien utilisateur de faux papiers peut-il devenir celui qui empêche les autres de tomber? Ah, mais il faut qu'on revienne à la case départ. Il faut qu'il accepte ce qu'il a fait. Il faut qu'il puisse se soigner et puis informer son cercle d'abord. Parce que tu ne peux pas faire de la sensibilisation si toi-même tu ne peux pas déclarer que tu as fait ça. Tu viens déclarer quelque chose. Ah, ne faites pas ça, c'est pas bon. Mais pourquoi? Il faut que tu sois authentique avec toi-même. Parce que le problème, ce n'est pas les personnes que tu sensibilises. C'est toi-même, quand tu rentres chaque soir, tu sais que tu te mens à toi-même et ça continue de te travailler, ça continue de te faire souffrir. Le but, c'est d'abord de te sentir bien dans ta peau, d'accepter, de te pardonner, de passer à autre chose avant de commencer à sensibiliser les autres. Coach, étant donné qu'il y a beaucoup de professionnels à voir pour sa guérison totale, est-ce que l'idéal ne serait pas que notre témoin cherche d'abord à avoir un boulot? Oui, mais déjà, il faut payer les soins qu'il faut. Oui. Mais le monsieur que j'ai écouté, quand même, il est stable. Physiquement, il peut travailler et puis pouvoir faire ses soins progressivement. Donc, il ne va pas forcément... Là, il a encore de la résilience, il a un tout petit peu de résilience, mais ça le rattrape à chaque fois parce qu'il faut qu'il prenne soin de lui. Et je pense qu'en travaillant, ça va le sociabiliser encore. Il va commencer à oublier un peu. Parce que rester à la maison, ne rien faire, c'est ça qui fait qu'il commence à plonger dans ses idées, dans ses souvenirs douloureux, etc. Et progressivement, rentrer en contact avec les spécialistes, les experts, pour commencer à parler de ça, lui donner des orientations, faire des rituels de guérison progressivement, et même chercher à se réconcilier
avec la date où il a récupéré les documents pendant que le monsieur était en train d'agoniser. Donc, il y a tout un process qu'il faut suivre pour se reconnecter avec soi-même. C'est bien noté. Et j'espère que Salif, vous savez, votre carte d'identité se retrouve actuellement. Parce que je crois que pendant longtemps, il n'avait plus sa pièce. Il est revenu, peut-être qu'il a refait ses papiers. Il ne peut pas revivre avec cette identité. Alors, ma soif de réussite à l'étranger a viré au cauchemar. C'est le secret de vie qui est décrypté ce soir en compagnie de la coach Priska Brou. Mais avant de passer aux faits de société, vous le savez bien, allons d'abord au récap. Je m'appelle Salif et pendant la guerre, où tout a basculé pour moi et pour ma famille, on s'était perdu de vue. Et un jour, j'étais assis au grand carrefour. À côté de moi, il y avait des blessés, il y avait des morts, il y avait même des personnes qui agonisaient. Je me suis levé, j'ai commencé à marcher. C'est là que j'ai remarqué un monsieur que j'ai reconnu. Il était couché, bien habillé. Lorsque je me suis approché de lui, il agonisait. J'ai remarqué de sa poche son passeport et sa carte d'identité. J'avais pour ambition de quitter le pays. L'idée qui m'est venue en tête immédiatement, c'était de voler ses papiers. J'ai volé ses papiers, son passeport, sa carte d'identité. Je me suis échappé. J'ai fait de tout mon possible. Je suis arrivé à la frontière. Tout s'est bien passé. Je suis arrivé à l'étranger. J'avais perdu les nouvelles de ma famille. Mais mon frère, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux. Et je savais que sur les réseaux, j'allais le retrouver. Arriver à l'étranger, c'était très difficile. Il ne connaît personne. Il ne sait pas où partir. Il faisait extrêmement froid. Vu que j'avais des papiers volés, j'ai galéré d'abord, mais après, je me suis trouvé du boulot. Le jour qu'on suivit, je veux un peu d'argent à mon frère. C'est là que j'ai appris que les papiers que j'ai volés étaient pour un criminel. Je ne savais pas. Le monsieur, je le connaissais, mais je ne savais pas ce qu'il faisait pour gagner autant d'argent. Et là, j'ai appris que le monsieur, c'est un criminel, qui fait du blanchiment d'argent. Et donc, mon frère avait informé mes parents que Salif arrivé à l'étranger, Salif a réussi. Et les papiers que j'avais volés, il y avait le mot de passe, les coordonnées bancaires, son RIB et encore plein d'autres choses. C'est comme ça que je me rends d'un guichet, je fais un premier retrait et j'envoie à ma famille. Ça devenait pour moi une habitude. Un petit boulot, je fais quelques retraits avec les coordonnées bancaires et les faux papiers que j'ai volés. Mais un jour, là que tout s'écoule pour moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je pars faire mon retrait. Une troisième fois, quelques temps après, bien sûr, pour envoyer à ma famille. J'ai fait mon retrait, tout s'est bien passé. Je rentrais chez moi à la maison. C'est là que la police me surprend. C'est là que la police m'encercle, me pose des questions. Je n'arrive même pas à répondre parce que je savais que j'avais utilisé une fausse identité. Ils savaient bel et bien que j'allais être expulsé. Mais avant ça, j'ai fait la prison. J'ai vraiment souffert étant en prison. Après des mois et des mois passés en prison, j'ai été expulsé du pays. Et je suis revenu au pays. À mon arrivée, je me sentais vide. Parce que quand j'ai vu ma mère, elle avait des larmes aux yeux. Et elle informait tout le quartier que son fils est arrivé. Elle était très contente. Mais au plus profond de moi, je savais bel et bien que je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Je n'ai même pas pu dire la vérité. Parce que je ne veux pas perdre ma dignité d'homme. Je suis resté seul de mon coin. J'ai commencé à réfléchir. Et chaque fois que je suis assis seul, je me rappelle des moments où j'étais en prison. Souvent, ma mère me voit et me demande qu'est-ce qu'il y a. Je n'ose même pas lui parler de ce qui s'est passé quand j'étais à l'étranger. Je lui dis que tout va bien. Je fais même des rêves où je vois le monsieur à qui j'ai volé les papiers. Et il me dit comme ça que tu as pris ma vie, mais tu n'auras jamais la paix. Et là, vraiment, je regrette pourquoi avoir fait ça et je n'ose pas dire ça à quelqu'un. Je n'ose même pas dire ça à ma mère ni à mon frère. Moi, Salif, l'homme que j'étais hier, n'est plus le même aujourd'hui. Je me sens déboussolé, c'est comme si j'ai perdu tout. Je ne sais pas quand est-ce que je vais dire ça un jour à mes parents, à mes frères, à ma maman. Parce que je partais pour réussir. Mais la réussite s'est retenue contre moi. On dit merci à Dieu, je suis encore en vie. Et j'espère pouvoir redevenir le Salif que j'étais. C'est a viré au cauchemar. Ma soif de réussite à l'étranger a viré au cauchemar. C'est le secret de vie de notre témoin. Ami de secret de vie, est-ce que vous remarquez là? Moïse, tu peux refaire ton geste, s'il te plaît, avec la grue? J'aime bien le savoir-faire, au fait, la descente avec la grue. Oui, j'aime bien ça. Vous voyez, c'est le savoir-faire de Moïse. C'est lui qui gère la grue.
C'est la journée du travail aujourd'hui. Nous profitons pour valoriser le personnel qui permet à vous, téléspectateurs, de voir notre savoir-faire. Je n'oublie pas M. Panama et aussi Georges. Voilà. M. Panama, c'est lui qui est au serveur et Georges, c'est lui qui gère le santé. J'aime bien aujourd'hui voir toutes ces personnes-là qui travaillent avec le sourire, comme ça, au quotidien. Ils ont toujours la bonne humeur. Exactement. En fait, vous vivez l'émission, vous télévivez l'émission avec nous, mais nous, ici, on a une sensation autre, en fait. Parfois, on a envie de vous faire écouter les interventions qu'il y a sur le plateau, là. C'est féerique, c'est magique. 27 22 42 58. On rappelle que, amis de Secret de Vie, vous pouvez aussi laisser vos commentaires, interagir en direct sur la page Facebook de la chaîne RTI2. D'autant plus qu'actuellement, il y a un petit souci avec le réseau. Donc, likez, commentez. Les meilleurs commentaires seront affichés à l'écran, bien évidemment. Pour tous ceux aussi qui aimeraient partager leur secret de vie avec nous, c'est simple. Inbox, vous nous laissez votre nom, prénom, numéro de téléphone et l'intitulé de votre secret de vie. Si vous êtes plutôt WhatsApp, le numéro c'est le 05 06 96 42 35. Je rappelle, le 05 06 96 42 35. Vous le savez bien, par ici, nous profitons à chaque fois du secret de vie de notre témoin pour aborder, pour toucher du doigt un fait de société qui intéresse forcément. Et aujourd'hui, le fait de société est être benguis. Est-ce que c'est égal à être riche? On en parle bien évidemment avec la coach Prisca Brou, notre consultante de la semaine. Alors coach, aujourd'hui, ce mythe-là brise beaucoup de familles parce qu'une fois que l'enfant est en Europe, on pense qu'il est riche, on pense que c'est à lui de s'occuper de la famille, de prendre en compte tous les besoins de la famille. Et ça, je suis sûre que vous avez entendu ce sujet-là depuis parce qu'on en parlait dans les loges, tout ça. Alors, mais à la vérité, coach, c'est la faute à qui? Est-ce que ce n'est pas la faute au Benguis lui-même qui ne fait que poster des photos chaque fois devant la tour Eiffel, bien s'habiller? Quand on l'appelle aussi, au lieu de nous parler avec le français ivoirien, il se met à gracier. Et nous, honnêtement, quand quelqu'un gracie automatiquement, on se dit, hein, ah, ça c'est le gars là. Les Ivoiriens disent toujours, vaut mieux faire envie que pitié. Ça c'est vrai aussi. Hein. C'est tellement faux de penser ainsi. Faire envie que pitié là. Quand vous faites pitié là, la pitié, c'est pour qui? C'est pour les autres ou c'est pour vous-même? Quand vous vous sentez vide à l'intérieur de vous, comme Salif vient de nous dire, faites mal à qui de mentir? Parce que là, il ment avec ses parents. Il est venu, il a apporté de l'argent. Bon, c'est le fils prodigue qui est arrivé, mais il est vide de tout. Donc, c'est dans les deux sens. Le fait qu'on soit parti de l'autre côté et que tout le monde ici nous adule parce que ça augmente notre ego. On dit, ah, il est parti, il est supérieur, il a réussi par rapport à ses frères. Donc, ça vous donne un pouvoir, ça crée une relation de pouvoir sur les autres. Donc, l'être humain qui aime bien le pouvoir, sentit qu'il a un pouvoir supérieur, on le considère au-dessus des autres, il reste dans ce mensonge-là. Sinon, la vérité, quand ils arrivent là-bas, là, ils ne prennent jamais de photos dans les quartiers précaires qui sont 2 fois plus vilains que nos quartiers précaires ici. Donc, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. C'est parce qu'on aime mentir, on aime faire envie que pitié, que ça va toujours exister. Et cette idéologie, elle a fini par être populaire, par être commune aujourd'hui. Oui, mais chaque jour, l'immigration, chaque jour, les gens meurent sur la mer, on parle, on fait des sensibilisations. Il y a des gens même qui s'en vont, on les traite comme des animaux pendant le passage. Et on les maltraite, on les emprisonne, on les ramène. Dès qu'ils arrivent, ils repartent encore, ils voient des bateaux, je ne sais pas, les gens tombent à l'eau, ça se noie, ils voient, mais ils repartent. Donc, c'est une question de mentalité qu'il faut transformer. Et de quoi ces personnes-là souffrent psychologiquement? Parce qu'on voit même des benguis qui s'endettent pour faire semblant pour nous, je veux dire, pour satisfaire nos besoins, tout ça. Souvent c'est l'instabilité de nos pays. On se dit à tout moment, il peut y avoir une crise. Bon, quand il y a les crises, c'est dans ce cas-là, hein, dans les crises, tout le monde a envie de fuir. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup qui ont des papiers réels d'une autre nationalité. Dès qu'il y a un petit crépitement, ils ramassent leurs enfants, ils sont partis. Et donc, les enfants de pauvres aussi se disent, bon, pourquoi pas essayer aussi d'y aller, préparer un terrain propice pour que si demain il y a une crise, au lieu de perdre dramatiquement ma famille,
je peux les ramener. Donc ça, c'est une perception, mais elle est fausse. Quand vous arrivez là, vous vous rendez compte que la vie n'est pas plus facile pour les gens là-bas que ce que vous avez ici. Alors, les parents de notre témoin Salif l'ont accablé pendant un bon bout de temps. On a constaté que c'est ce qui a réellement conduit notre témoin à sa perte. Parce que bien avant que son frère commence à dire « faudrait que je t'occupe de la famille », Salif avait une petite vie tranquille. Il se contentait que de son salaire. Il n'avait pas encore touché au bien du criminel. Coach, que répondez-vous à tous ces parents qui disent « on s'est sacrifié pour lui, on s'est sacrifié, on a payé son école, on l'a éduqué, aujourd'hui, il nous doit son retour ». Mais c'est l'Africain. L'Africain a été éduqué pour qu'il prenne la relève quand les parents sont fatigués. Et on parle de ça ici, avec la question des aînés. Mais souvent, vous voyez les enfants dans la rue, des enfants de 10 ans, 11 ans en train de vendre. Mais c'est des enfants qui s'occupent de leur famille déjà étant enfants. Et donc ça, c'est une transmission traditionnelle propre à l'Africain de porter la famille. Et donc quand quelqu'un s'en va, surtout la maman, les hommes aiment bien voir leur maman fière, surtout les mamans ménagères qui ont passé toute leur vie à souffrir, à balayer, à laver le linge, à cuisiner, à ne pas se reposer. Donc l'enfant, le petit garçon, voit sa maman, il met dans son cœur, quand je vais réussir là, quand je vais grandir là, il faut que je fasse tout pour honorer ma maman, il faut que je rende ma maman fière. Donc le fait de partir travailler pour gagner plus, ce n'est pas ça le problème, c'est la manière et les conditions dans lesquelles on s'en va qui posent problème. Et quand on arrive là-bas, l'information n'est pas retransmise aux parents pour leur faire comprendre que ce qu'on vit ici là, souvent même est 2 fois plus compliqué que ce qu'on vivait au pays. Et comment justement on établit une communication honnête? Mais il faut dire la vérité. Pourquoi on ment nos parents? Quand il y a ça va pas, tu dis à ta maman ça va pas, tu dis à ton papa ça va pas. Bon, lui, dans son cas, s'il ne savait pas que le monsieur était un criminel et qu'il allait tirer l'argent à la banque, oui, j'aurais compris. Mais il a su bien avant que le monsieur dont il a usurpé l'identité était un criminel. Est-ce qu'on ne peut pas qualifier ça d'amour parental, justement? Que tellement on veut faire plaisir à notre famille, donc on peut justifier son acte. Donc il doit se pardonner d'être parti en prison, parce qu'il ne doit pas s'en vouloir. Il a fait ça pour pouvoir sauver sa famille. À un moment donné, il faut qu'il puisse relativiser pour dire « je ne l'ai pas fait parce que je suis si méchant que ça, je suis si mauvais. C'est vrai, j'ai posé un acte qui est grave, l'acte n'est pas bon, mais je l'ai fait parce que j'ai préféré sacrifier ma vie pour que moi, ma famille soit à l'aise. Même si ce que j'ai fait est mauvais, c'était pour que ma famille soit à l'aise. C'est pour ça que je dis que dans la guérison, quel que soit ce que vous avez fait, la pire des décisions qu'un être humain ait prises, ça ne peut pas conditionner qui il est réellement. Et donc, ça ne doit pas venir porter un pont sur votre chemin de transformation, de changement et de nouvelles versions bien meilleures que celles que vous aviez quand vous avez pris cette mauvaise décision. C'est bien noté, coach. Alors, du coup, coach, quel conseil vous donnez aujourd'hui aux jeunes qui cumulent des heures de ménage, des heures de travail, des heures de sécurité, de livraison, 2, 3, 4, 5, 10 boulots pour simplement pouvoir faire plaisir à la famille? C'est de s'organiser. Aujourd'hui, vous savez, l'éducation, quand je parle d'éducation, les gens pensent que c'est l'éducation de la maison seulement. L'éducation, c'est aussi aller à l'école. Quel que soit tout ce que vous voulez faire comme boulot, il faut vous éduquer, il faut vous former. On dit ce que le cerveau refuse de faire, c'est le corps qui va prendre le chaos. Donc, même quand vous êtes dans le métier de livraison, il faut apprendre des techniques et des stratégies pour que votre livraison, là, ça passe à un autre niveau. Partout où on va, on cherche à évoluer. Mais si vous n'êtes pas formé, vous n'apprenez pas de nouvelles choses, vous restez dans les anciennes pratiques. Et pendant ce temps, ceux qui ont compris le système vont aller 2 fois, 3 fois plus vite que vous. Et aujourd'hui, avec le net, il y a tellement de possibilités d'apprendre gratuitement, de devenir autodidacte sur plusieurs métiers, sur plusieurs thématiques que vous pouvez, étant assis ici en Côte d'Ivoire, développer de nouvelles compétences et avec le digital, vous faire des ressources. Donc ça, ce n'est pas facile, hein, ce que je suis en train de dire. Rien n'est facile, Lynn, mais avec la détermination, on arrive à faire quelque chose de bon.
Ma soif de réussite à l'étranger a viré au cauchemar. C'est le secret de vie de notre témoin qui est aujourd'hui en quête de guérison, en quête de clés pour sa libération de prison émotionnelle, prison psychologique. Il est avec nous aujourd'hui, il a besoin d'aide et heureusement qu'on vous avoue, amis de Secret de Vie, pour vos différentes interventions, vos différentes solutions bienveillantes. Et aussi, on a sur le plateau les coachs Prisca. Alors, coach, nous sommes carrément au thème de notre émission. Votre mot de fin? Je pense que la question d'immigration, là, c'est un problème qui touche pratiquement tous les pays de l'Afrique. Hein. Oui. Mais étant ivoirienne, c'est quelque chose qui préoccupe aussi le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et nous, les jeunes, nous qui avons eu l'opportunité, la chance d'aller à l'école, d'avoir un niveau universitaire, on doit toujours continuer à sensibiliser, à parler avec notre jeunesse, à ouvrir des horizons nouvelles à notre jeunesse, à leur faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre et qui va nous ouvrir sur plusieurs opportunités. Et que ce qu'on cherche, aller là-bas, c'est bon, hein? En vacances, c'est très bon. Mais c'est mieux de construire chez nous ici, développer chez nous ici et faire en sorte que ce soit les gens qui aient envie de venir chez nous aussi, envie de venir découvrir chez nous parce que c'est possible de transformer notre terre. Merci bien à vous, coach Prisca. Alors, la semaine s'achève, nous fermons la boucle avec vous. Comment avez-vous trouvé cette semaine? Cette semaine, c'est une semaine des transgressions, des interdits. Oui. Des choses de travers et je pense qu'il y a toujours cette énergie-là dans l'émission. Hein. Donc ça veut dire que le cosmos nous suit, nous accompagne. On tombe dans des émissions, dans des semaines où on doit sensibiliser sur tout ce qui est interdiction, transgression, confusion de rôle, usurpation d'identité. Et je dis toujours, le corps est âme, esprit. Et on a le corps, on a l'âme et l'esprit. Et donc, tout ce que vous faites, même quand ça vous profite, il faut savoir que votre âme, c'est-à-dire la morale intérieure, va toujours vous rattraper. Merci bien. Alors, à notre témoin Salif, déjà merci pour ce partage et sachez que malgré la douleur de cette preuve, cela ne vous détermine pas. La coach l'a souligné tout à l'heure. C'est fini pour ce soir. Rendez-vous est pris le lundi, mais avant, amis de Secret de Vie, permettez que je vous rappelle les secrets de vie qui ont été abordés au cours de cette semaine. La semaine a débuté le lundi 27 avril avec le secret de vie d'une femme qui a décidé de nous le partager sous le sceau d'anonymat. Je me sens coupable d'être la maîtresse de mon oncle. Ensuite, le mardi 28 avril, toujours sous le sceau de l'anonymat, j'ai cédé à un chantage pour protéger ma famille. Mercredi 29 avril, encore une femme et sous le sceau de l'anonymat, une fois de plus, mon mari ne sait rien de mon passé de prostituée. Jeudi 30, alors, je suis accro à la compagne de mon père. Et ça, c'était le secret de Karim. Vendredi 1er mai, aujourd'hui, on ferme la boucle avec le secret de vie de Salif. Ma soif de réussite à l'étranger a viré au cauchemar. C'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous avec le secret de vie de Victoire, violée à 11 ans par l'ami de mon père. Merci aussi à monsieur Justin, qui est notre monteur. Il a su grave. Merci à toute l'équipe technique, à la direction, à la production. Je pourrais saluer tout le monde parce que tout le monde aujourd'hui permet qu'on puisse aujourd'hui libérer nos témoins de leur fardeau. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la salle de maquillage aussi. C'est vrai, hein, à nos différentes maquilleuses. Elles font un vrai boulot. À maman Kwame, à maman Joséphine, à Tata Ange et puis Tata Koulibaly. Elles nous métamorphosent tous les jours comme ça. Merci bien. Allez, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris lundi avec Erin Koné, thérapeute énergétique. C'était Lynn Banti à la présentation, Walid à la réalisation. Aujourd'hui, il n'est pas l'assistant, c'est lui qui réalise. À ses côtés, on retrouve Regina, on retrouve aussi Elvire comme script. Et j'oublie pas, le siège de la consultante est occupé cette semaine par la coach Prisca Brou. Merci de nous avoir suivis.